Bonjour, je vais vous faire une initiation à l'urbanisme. Donc, introduction sur le droit de l'urbanisme. Qu'est-ce que le droit de l'urbanisme? Deux approches sont nécessaires pour définir le droit de l'urbanisme. C'est une police de l'utilisation des sols et c'est une police décentralisée de l'utilisation des sols. Donc, une police de l'utilisation des sols. Définition de la police. C'est une activité de l'administration qui a pour objet de déterminer des comportements obligatoires des individus. Une police, c'est une activité qui intervient après coup. Le droit de l'urbanisme est une police composée de réglementations au sens le plus large du terme, dont l'objet est de déterminer des comportements obligatoires assortis de sanctions. La réglementation en urbanisme est comparable à une réglementation de police municipale. Le droit de l'urbanisme correspond à une police administrative. Il donne naissance à un droit faisant partie du droit public. Le droit public, c'est l'ensemble des règles qui déterminent les rapports entre les collectivités et un certain nombre d'individus. Donc cette police de l'utilisation des sols détermine la finalité de l'organisation et de l'utilisation des sols exclusivement, et les moyens utilisés. La police de l'utilisation du sol s'exerce par la limitation du droit de propriété. L'organisation du droit des sols. Le droit à l'urbanisme, police de l'utilisation des sols, intègre trois éléments en termes de finalité afin de ne pas faire n'importe quoi. L'agencement de la ville ou la maîtrise de l'agencement de la ville, l'aménagement du territoire, la préoccupation de protection de l'environnement depuis 1976. L'agencement de la ville. Historiquement, c'est avec l'agencement de la ville qu'est né le droit de l'urbanisme. Il s'agit du droit de la construction. Il a concerné la ville avec les procédures d'alignement. Haussmann. Les premières réglementations réelles sont apparues en 1919 avec les réglementations des lotissements, les plans de développement et d'embellissement des villes au début des années 1920. Aujourd'hui, de nombreuses dispositions sont liées à l'organisation du droit des sols, au processus de développement de l'urbanisation et de la construction. L'aménagement du territoire. Il s'agit là d'une finalité forte de l'organisation du droit des sols. C'est une politique identifiée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui au départ était nationale. L'objectif de cette politique était l'utilisation de tous les moyens pour initier un développement équilibré du territoire national pour éviter un trop grand déséquilibre entre Paris et le reste de la France. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire est lié à la commune de façon plus ou moins directe. De la politique nationale, nous sommes passés à des aménagements sur des périmètres plus restreints. Cette vision globalisante se traduit sur le terrain par la mise en œuvre de lois d'aménagement et d'urbanisme, les LAU, concernant des territoires bien déterminés, littoral, montagne, des directives territoriales d'aménagement, DTA, des schémas directeurs, SCOT et anciens SD, communautés de communes, etc. L'aménagement du territoire est une préoccupation de l'urbanisme qui permet d'assurer une cohérence, un équilibre dans le développement et la gestion d'un certain espace, le territoire pouvant aller d'un groupe d'arbres jusqu'au territoire national. La protection de l'environnement. Depuis 1976, loi sur la protection de l'environnement, le droit de l'urbanisme est devenu un vecteur principal de la protection de l'environnement. En organisant l'utilisation des sols, le droit de l'urbanisme concourt à la protection de l'environnement en se développant contre la ville et le phénomène urbain. Le droit de l'urbanisme doit alors prendre en compte la protection du littoral, de la montagne, la prévention des risques. Ensuite, les moyens. Afin de limiter l'exercice du droit de propriété dans l'intérêt général, c'est-à-dire la maîtrise de l'agencement de la ville, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, le droit a créé les servitudes. Les servitudes d'urbanisme, limitation de propriété dont l'objet est la limitation de l'utilisation des sols, les propriétaires doivent respecter les servitudes d'urbanisme, et la servitude d'utilité publique, limitation que l'administration peut être amenée à créer dans le cadre d'autres polices.
Servitude d'utilité publique autour des cimetières qui établit une zone de prospect de l'ordre de l'hygiène publique. Servitude d'utilité publique de protection contre les risques d'inondation, par exemple. Donc un instrument d'une police décentralisée. Le droit de l'urbanisme a longtemps été un droit produit par l'État en France. L'État délivrait les permis de construire par les préfets, par les maires qui pouvaient agir au nom de l'État. Il mettait en place des plans d'occupation des sols créés en 1967. En 1982 et 1983, il y a eu remise en cause de cette organisation dans un mouvement de décentralisation. Donc la décentralisation, c'est un mode d'organisation interne de l'État qui consiste à attribuer des compétences propres, une autonomie à des collectivités publiques, communes, départements, qui les exercent sous le contrôle de l'État. Et 1982-83, la réforme importante du processus de décentralisation reposant essentiellement sur le transfert des compétences d'urbanisme aux communes et la modification des rapports juridiques entre l'État et les communes. Cette réforme permet la maîtrise des sols par les communes. Le droit de l'urbanisme général. Une collectivité territoriale peut avoir à déterminer les conditions d'utilisation des sols. Une collectivité territoriale peut avoir à contrôler l'utilisation du sol, vérifier et prendre des réglementations nécessaires. Une collectivité territoriale peut avoir à intervenir matériellement pour développer des activités d'aménagement, ce que l'on peut appeler à tort quelquefois encore l'urbanisme opérationnel. L'utilisation du sol fait l'objet de l'exercice d'une liberté. Si une collectivité intervient, c'est pour limiter l'exercice d'une liberté. Il est possible de considérer que cette activité menée par la collectivité publique peut mener à une réglementation qui a pour objet d'organiser l'utilisation du sol. La mise en place de cette première strate de réglementation se fait dans le respect d'un cadre juridique. Les réglementations d'urbanisme intervenant dans un encadrement juridique qui en détermine le contenu, deux catégories de réglementation applicables. Le règlement national d'urbanisme, le RNU, et le plan d'occupation des sols, le POS. Le RNU, il recouvre deux choses. Le règlement général d'urbanisme, le RGU, et la règle de constructibilité limitée. Donc le RGU, il s'agit d'un véritable règlement, un ensemble de dispositions prises par le gouvernement, prises sur invitation du législateur, pour déterminer les conditions d'utilisation des sols sur l'ensemble du territoire national. Article R1.1. Ce RGU se présente en trois sections. Localisation et desserte des immeubles, implantation et volume des immeubles, aspect extérieur des immeubles. Le champ d'application. Donc matériel, réglementation générale et impersonnelle prise en référence pour la délivrance d'autorisations individuelles. Un PC peut être accordé ou refusé en fonction de la réglementation. Le RGU crée des obligations à l'égard des utilisateurs directs du sol. Et le champ d'application territorial, depuis l'existence du POS en 1967, puis des PLU, le RGU s'applique par défaut sur tout territoire non soumis à un POS ou de PLU. C'est une règle bouche-trou. Le RGU peut s'appliquer sur une commune avec un POS, sur une partie de commune où le POS ne s'applique pas. Certaines dispositions du RGU s'appliquent parallèlement avec les règles du POS ou du PLU. Le code de l'urbanisme donne la liste des règlements qui s'appliquent même quand il y a un POS. Dans ce cas, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique. Dans le RGU, deux types de dispositions. Les dispositions impératives dont le contenu oblige l'autorité administrative qui accorde ou refuse les autorisations et les utilisateurs. Les dispositions permissives, les plus nombreuses, qui indiquent que l'autorité administrative peut refuser un PC ou le soumettre à des conditions spéciales dans certaines circonstances. Article 111-2. Oui, je me suis trompé, c'était le 111, tout simplement.
La règle de constructibilité limitée. Elle s'applique automatiquement en parallèle avec le RGU. Elle implique que, normalement et par principe, les constructions ne sont pas possibles, ne sont possibles sous le RGU que dans les parties actuellement urbanisées, les PAU, des territoires concernés. Cette règle repose sur une double justification, pour éviter le mitage et favoriser le groupement des habitations dans les PAU, et pour inciter les communes, à partir de 1983, à se doter de POS. La règle de constructibilité limitée est un carcan. Aucune commune ne peut planifier son développement sans POS. La règle est assortie d'un certain nombre d'exceptions limitativement énumérées par le Code de l'urbanisme dans l'article L 111-1.2. Cette règle peut supporter des aménagements, possibilité qui permet à une commune de se libérer de la contrainte de constructibilité limitée lorsqu'elle a passé une convention avec le préfet et les services de l'État pour déterminer les modalités d'application du RGU, les margus. Ce sont des accords entre la commune et le préfet de mise en place d'un document qui effectue une sorte de programmation dans le temps et l'espace des possibilités d'évolution du territoire communal, un mini-POS. Dans ce document, il peut être envisagé de construire en dehors des PAU. Donc ces margus connaissent une évolution au cours du temps. Les margus sont opposables aux tiers pour la délivrance d'autorisation d'utilisation du sol. Ils acquièrent une vie juridique de plus en plus réelle. Les margus sont aussi appelés marnus ou darnus. Remarque, avec la nouvelle loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, les margus sont transformés en carte communale. Le POS. Il s'agit d'une technique d'urbanisme et d'un instrument juridique créé en 1967 par la loi d'orientation foncière de compétences étatiques. Depuis la décentralisation de 1982-83, la compétence d'établissement des POS a été transférée aux communes. Toute commune qui le souhaite peut se doter d'un POS. C'est un moyen pour échapper au RNU et à la règle de constructibilité limitée. C'est un outil juridique particulier. C'est un règlement. Il crée des lois et des obligations à l'égard des utilisateurs du sol. C'est un outil de planification, c'est un instrument prospectif qui intègre le facteur temps, cherche à organiser l'utilisation des sols dans le temps et dans l'espace. Un POS peut couvrir tout ou partie d'une commune ou les territoires de deux ou plusieurs communes. Le POS est indépendant des limites territoriales des communes en théorie. Il existe des communes qui ont deux POS comme les communes littorales. Le contenu. Les POS sont des instruments dont le contenu est variable suivant les choix de la commune. Il n'y a pas de contenu imposé. Le POS est un document unique, quelle que soit la taille de la commune. Le contenu est le même pour une petite ou une grosse commune. Il y a adaptation du contenu à la réalité. Qu'il soit plus ou moins détaillé, il est possible d'avoir des POS simples, sobres ou d'une complexité phénoménale. Cette variabilité est prévue par l'article L 123-1 du Code de l'urbanisme qui détermine un contenu minimum incompressible pour tous les POS et un contenu variable en fonction d'un certain nombre de rubriques que les communes peuvent intégrer ou non. Le contenu minimum concerne la détermination des zones urbaines ou à urbaniser, la détermination des règles d'implantation des constructions, leur destination et leur nature. Le contenu variable correspond à 11 rubriques parmi lesquelles les communes peuvent faire leur choix. Aspect des constructions, coefficient d'occupation des sols, COS, tracé et caractéristiques des voies de circulation, délimitation des zones où des commerces de détail peuvent s'implanter, etc. Le POS est composé de 4 éléments. Le rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement et les annexes. Le rapport de présentation. Selon une méthodologie précise, il doit
décrire l'état initial de la commune à tous les points de vue, déterminer les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale de la commune, déterminer et justifier le parti d'aménagement retenu par l'autorité communale, c'est-à-dire les perspectives de l'urbanisation, et justifier le parti d'aménagement au regard de la protection de l'environnement, c'est-à-dire justifier de la compatibilité du POS avec les différentes normes supracommunales SD, DTA, LAD, etc. Le rapport de présentation du POS vaut étude d'impact. Le rapport de présentation ne crée pas de droits et d'obligations d'un point de vue juridique. Les documents graphiques. Ils sont élaborés à partir du cadastre. Ils représentent par le dessin les différents choix effectués par l'autorité communale. Les documents graphiques ne sont pas créateurs de droits et d'obligations. Ils ne peuvent que reprendre des choix inscrits dans le règlement du POS. Ils permettent la visualisation de choix. Ce sont des documents de synthèse qui ont pour objet de renseigner les utilisateurs des sols. Ils font apparaître un zonage, les zones urbaines, avec un U, dotées de tous les équipements publics nécessaires à la réalisation de constructions immédiatement constructibles. Les zones urbaines sont souvent différenciées en fonction de leur éloignement par rapport au centre historique de la ville. UA, centre historique dense. UB, construction, habitat dense qui avoisine le centre. UC, terrain de plus faible densité d'habitat. UF, emprise ferroviaire. UG, construction individuelle. Et UR, bâtiment en rénovation. Les zones naturelles, ensuite, avec un N, les zones qui ne sont pas dotées d'équipements publics. Elles ne doivent pas accueillir une urbanisation immédiate. Il existe 4 types de zones naturelles. Les NA, zones d'urbanisation future. Elles ne sont pas pourvues de tous les équipements publics. Elles sont progressivement affectées à l'urbanisation. Ces zones comportent un aspect prospectif déterminant. Souvent, les zones NA sont affectées d'un numéro qui détermine leur ouverture progressive à l'urbanisation et qui permet la visualisation de la prospective. NB, les zones partiellement équipées sans renforcement prévu, sans prévision d'aménagement futur. Ce sont des zones résiduelles destinées à une utilisation individuelle diffuse, une zone de mitage. Les NC, zones de richesse naturelle du sol et du sous-sol. Elles sont caractérisées par un mode de production primaire. Ce sont des zones à protéger. Elles n'évoluent pas, elles restent affectées à leur destination avec possibilité de construction agricole. Ce sont des zones difficiles à gérer. Et la quatrième, la ND, la zone de protection. Interdiction de construire, soit en fonction de la protection de site ou de l'environnement, soit en fonction d'une protection contre les risques. Les zones ND ne sont pas totalement inconstructibles. Les documents graphiques font apparaître les tracés et les caractéristiques des voies de circulation, des zones pour la pratique du ski, des emplacements réservés, les périmètres de réhabilitation, les secteurs sauvegardés, les espaces boisés classés, les périmètres où s'appliquent des statuts externes au droit de l'urbanisme, les servitudes d'utilité publique comme les forages, les cimetières, etc. Le règlement. Le règlement définit en 15 articles pour chaque zone le droit d'occuper ou d'utiliser le sol. Il crée des obligations et des droits concernant l'affectation dominante des sols, la plantation des constructions, la destination des constructions et la nature des constructions. Et les annexes, ils sont moins importants que les autres documents du POS. Ils sont constitués d'un certain nombre de documents qui renseignent sur le droit d'occupation des sols et contiennent des indications hors du droit de l'urbanisme. On y trouve la liste des servitudes d'utilité publique, la liste des emplacements réservés, la liste des opérations déclarées d'utilité publique, le règlement sanitaire départemental, les éléments relatifs au réseau d'eau et d'assainissement, les prescriptions nationales, la liste des lotissements, le plan d'exposition au bruit des aérodromes. Les procédures d'adaptation. Lorsqu'un POS est mis en place, il doit pouvoir évoluer dans le temps, témoin de l'évolution de la commune.
Il existe deux procédures principales. Une procédure simple, la procédure de modification, adaptation légère, et une procédure lourde, la procédure de révision. Ces deux procédures se distinguent dans leur objet et dans leur forme. La modification. Théoriquement, la modification est utilisable pour des adaptations ne remettant pas en cause l'économie générale du POS. Dans la forme, elle peut être réalisée rapidement et facilement. La procédure est initiée et pilotée par la commune seule. Il suffit d'une enquête publique et d'une délibération du conseil municipal pour des adaptations mineures du POS comme une modification de règlement dans une zone. Quand il s'agit de lever une réserve sur une zone, une procédure plus souple peut être appliquée. Une simple délibération du conseil municipal suffit. La révision. Donc la révision est une adaptation qui permet une redéfinition du parti d'aménagement retenu par la commune dans ce poste. La procédure de révision est une procédure lourde comparable à la procédure d'élaboration car il s'agit d'une révision associée. Depuis l'application de la loi SRU, la révision est une étape vers l'élaboration du PLU. Depuis le 13 décembre 2000, promulgation de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Elle traduit la volonté du gouvernement et du Parlement de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat et des déplacements des réformes profondes. Les réformes des instruments des politiques urbaines. Rénovation en profondeur du Centre de documentation d'urbanisme, le CDU, pour placer l'agglomération au cœur des politiques urbaines, donner aux élus les documents d'urbanisme plus riches et plus concertés permettant de définir les priorités de l'agglomération ou de la commune, mettre en cohérence les différentes politiques, urbanisme, habitat, déplacement, implantation commerciale, exprimer des projets d'aménagement et de développement durable, privilégier la concertation avec les habitants, simplifier les procédures d'élaboration, centrer les actions en fonction des enjeux des services de l'État sans empiéter sur les prérogatives des collectivités locales. Le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, document d'organisation des aires urbaines, remplace les schémas directeurs dans la continuité des dispositions du 13 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Objectif, faire en sorte que les élus définissent en commun le développement des aires urbaines, répondre à ce besoin d'articulation entre les différentes démarches de planification dans un contexte où le renouvellement de la ville sur elle-même prend le pas sur l'extension périphérique. Relance de la planification stratégique à l'échelle des aires urbaines, définition de différents projets, nécessite de définir des périmètres pertinents et mettre en place des établissements publics de gestion de prise en compte des EPC1 existants, les bassins de vie, d'habitat, les d'emploi et les systèmes de déplacement. Le plan local d'urbanisme, PLU, expression du projet urbain de la commune, remplace les plans d'occupation des sols, POS. Définit plus précisément le droit des sols applicable à chaque terrain, exprime le projet d'aménagement et de développement durable des communes, définir un cadre de référence pour leur intervention, intègre l'ensemble des projets d'aménagement intéressant la commune, zone d'aménagement concerté, traitement des espaces publics, des paysages, de l'environnement, document plus exigeant que le PES, plus lisible, facilitant la concertation systématique soumis à concertation, et plus riche car plus global et plus prospectif, projet général d'aménagement. La carte communale devient un véritable document d'urbanisme, donne le statut de document d'urbanisme, définit les zones constructibles et inconstructibles, des possibilités d'extension urbaine, soumis à une enquête publique, donc une portée juridique et un caractère permanent, durée de validité de 4 ans, possibilité d'être renouvelée avec enquête publique,
transfert de compétences en matière d'occupation des sols, sauf si le CM décide de maintenir la compétence de l'État, conseil municipal. La loi montagne. Suppression de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme. Adapte l'article 100 L111-1-1 du CDU au nouveau document d'urbanisme. Supprime la notion de LAD sans que la portée des lois montagne et littoral soit modifiée. Application immédiate. Prévoit que les directives territoriales d'aménagement DTA seront soumises à enquête publique, donc fera l'objet d'un décret. Les zones d'urbanisation futures dans les zones de montagne. Permet la création de zones d'urbanisation futures de taille et de capacité d'accueil limitée en discontinuité de l'urbanisation existante lorsque pardon, en discontinuité de l'urbanisation existante dès lors que l'urbanisation en continuité compromettrait la préservation des terres agricoles ou des paysages. Excuse-moi, il manque un mot, je recommence. Donc, zone d'urbanisation future dans les zones de montagne, donc permet la création de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitée en discontinuité de l'urbanisation existante dès lors que l'urbanisation en continuité promettrait la préservation des terres agricoles de valeur ou les paysages. Autorisé à titre exceptionnel après accord de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites. Application immédiate. Prescription de massifs. Possibilité qui avait été ouverte par la loi 1985 mais qui n'avait pas été mise en œuvre d'élaborer des prescriptions particulières pour les massifs ou les parties de massifs. Établissement d'une DTA ne s'impose pas. Application immédiate et prescription de massifs seront approuvées par décret en Conseil d'État. Et enfin, aménagement autour des lacs précise que les gîtes et les refuges d'étape sont autorisés sur les rives des plans d'eau naturels ou artificiels, en zone de montagne donc, dans la mesure où ces gîtes et refuges d'étape sont nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée, et d'application immédiate. Tout ça, ça fait partie de la montagne. La loi littorale. Cet article concerne l'établissement d'un schéma d'aménagement dans les communes littorales et l'autorisation de certains équipements et constructions. Cet article nécessite un décret en Conseil d'État et d'un commentaire détaillé dans la circulaire d'accompagnement accompagnant ce décret. L'organisation de la solidarité en matière d'habitat au sein de l'agglomération. Les plans d'exposition au bruit. Modification du régime de la constructibilité en zone C des plans d'exposition au bruit, les PEB, autour des aérodromes. Corrige l'article 147.1 du CDU issu de la loi du 12 juillet 1999 qui autorisait les constructions collectives en zone C des plans d'exposition au bruit que si elles s'accompagnaient d'une réduction équivalente dans un délai n'excédant pas un an de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone. Disposition qui était très difficile à mettre en œuvre en pratique. Le nouvel article précise que les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores et d'application immédiate. En conclusion, les éléments de construction et de gestion des postes et d'élaboration des PLU sont étroitement liés aux servitudes d'environnement. De plus, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la loi SRU, préconise de renforcer le caractère particulier des territoires communaux en développant et en intégrant un ou des projets de développement et d'aménagement durable. L'environnement et le paysage sont des enjeux majeurs de cette nouvelle politique d'aménagement. Et pour finir, je vais parler du cadastre partenaire des collectivités locales. Donc le cadastre aide à la création de systèmes d'information géographique. Il met à disposition la documentation cadastrale, la création de plans neufs, de travaux d'évaluation,
Le cadastre est à plusieurs titres le partenaire des collectivités locales. Le cadastre détermine les valeurs locatives qui servent de base à l'assiette de la fiscalité directe locale, recense les terrains et les constructions, établit et met à jour le plan cadastral. Au titre de ces différentes missions, il constitue un partenaire privilégié des collectivités locales, tant sous l'aspect fiscal que sous l'aspect documentaire. Un apport dans la mise en place de systèmes d'information géographique. La Direction générale des impôts, la DGI, gestionnaire exclusif des données cadastrales et titulaire du droit de propriété intellectuelle sur ces données à raison de la mise à jour permanente qu'elle en assure, mène depuis plusieurs années une politique de conventionnement avec les collectivités locales, seules ou associées à des gestionnaires de réseau, qui souhaitent se doter de systèmes d'information géographique ayant pour support le plan cadastral numérisé. Dans ce cadre, le concours de la Direction générale des impôts s'étend à plusieurs niveaux. La mise à disposition à titre gratuit des plans minutes de conservation, la vérification par le cadastre des travaux de numérisation qui conduit à un label de conformité à la documentation cadastrale, la mise à jour régulière par le cadastre des données numérisées. À cet effet, la Direction générale des impôts procède à la mise en place d'un véritable système de gestion et de diffusion du plan cadastral informatisé, condition indispensable à la viabilité des systèmes d'information géographique. Au 31 décembre 2002, cette concertation s'était traduite par 622 conventions conclues portant sur plus de 7500 communes et plus de 10 millions d'hectares. Un complément d'information sur la mise en place des systèmes d'information géographique peut être obtenu auprès des directions des services fiscaux concernés. La mise à disposition de la documentation cadastrale. L'accès et la délivrance des données cadastrales ont été organisées dès la création du cadastre. En plus de la mise à disposition à titre gratuit des plans minutes de conservation, les collectivités ont également la possibilité de se procurer les reproductions du plan sur microfilm, ainsi que les fichiers de données foncières. Le microfilmage des plans. Les collectivités locales peuvent se procurer, en complément du plan sur support papier déposé en mairie, des reproductions du plan cadastral sur microfilm de format 26,7 x 37,5 mm, coefficient de réduction de 28. Les travaux sont effectués sur commande et à titre onéreux par le service de la documentation nationale du cadastre, la SDNC, mais la demande est à exprimer auprès du service local du cadastre. La fourniture de fichiers informatisés fonciers, au nombre de 4, ces fichiers sont les suivants. Le répertoire informatisé des voies et lieux-dits, fantoir, le fichier des propriétaires, le fichier des propriétés non bâties ou fichier parcellaire, le fichier des propriétés bâties ou fichier des locaux. À l'exception des données issues du fichier fantoir, accessible à tout demandeur, les informations relatives aux autres fichiers sont délivrées uniquement aux collectivités territoriales, communes, départements, régions, autres collectivités, aux administrations de l'État représentées par leurs services centraux ou territoriaux et aux organismes chargés d'une mission de service public. Les fichiers annuels actualisés sont disponibles à compter de la fin du premier semestre, à l'exception du fantoir qui peut être délivré à compter du mois de janvier, et présente la situation au 1er janvier. Les extractions peuvent être également obtenues en situation actualisée, c'est-à-dire à la date de traitement de la commande. Il appartient à la commune de solliciter auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, un avis favorable pour effectuer des traitements à partir de ces fichiers, à l'exception de traitements réalisés sur le fantoir qui ne contient aucune donnée nominative. La demande de communication de ces fichiers doit être faite auprès des directions des services fiscaux. Tout renseignement complémentaire sur les fichiers fonciers peuvent être obtenus auprès des directions des services fiscaux concernés. La création de plans neufs. Le remaniement est une opération de création de feuilles cadastrales nouvelles en remplacement d'anciens plans cadastraux dont l'échelle et la précision ne permettent plus une consultation ni surtout une mise à jour de la qualité. Il est effectué par les brigades régionales foncières et les services départementaux selon des procédés terrestres ou photogrammétriques. Les échanges avec les collectivités locales. Lors de sa participation aux commissions communales des impôts directs, le CCID,
L'agent des impôts présente et soumet à l'approbation des membres de la commission les travaux d'évaluation réalisés par l'administration. Il oriente et conseille leur prise de décision pour la création de nouveaux tarifs ou de nouveaux locaux types servant de base à l'évaluation. En retour, le représentant de l'administration recueille auprès de la commission toutes les informations nécessaires au recensement des bases des impôts locaux. En matière de voirie, les communes doivent porter régulièrement à la connaissance des CDIF toutes les informations à leur disposition. Dans ce cadre, il est rappelé que les communes de plus de 2000 habitants ont l'obligation, en vertu des dispositions du décret 94-1112 du 19 décembre 1994, de communiquer au CDIF tous les changements affectant la dénomination des voies et leur numérotage.